Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette table ronde dans la continuité des tables rondes qu'on a eues précédemment. Alors évidemment, vous n'êtes pas sans savoir cette loi qui interdit depuis janvier les réseaux sociaux aux adolescents, mais c'est la loi. En pratique, ça continue encore parfois. Alors pour ceux qui continueraient à laisser les réseaux sociaux aux adolescents, une récente étude tenue par l'Université de Californie sur des enfants de 9 à 13 ans nous explique que chaque heure supplémentaire sur les réseaux sociaux se traduit par une perte d'un demi-point aux principaux tests cognitifs, ce qui veut dire une dégradation de leur capacité cognitive et une perte économique claire, soit entre 1 et 2 points du PIB. Donc si vous voulez que nos enfants payent nos retraites, eh bien enlevez-leur TikTok, un petit conseil. Voilà, j'imagine que pour notre propre cognition, il en va de même. Et pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir David Chavalarias. Vous êtes mathématicien et directeur de recherche au CNRS et vous êtes interviewé par Caroline Tourbe, journaliste au Point. Bonjour. Alors oui, nous allons parler de quelque chose que vous utilisez tous, que nous utilisons tous les jours. Peut-être même que certains d'entre vous ont vérifié leur téléphone il y a 5 minutes, ou peut-être sont en train de le faire. Les réseaux sociaux, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, c'est des outils qui nous semblent familiers, pratiques et anodins au fond. David Chavalarias, bonjour. Bonjour. Alors vous passez vos journées et peut-être vos nuits à analyser ce qui se passe derrière nos écrans, ce que les algorithmes nous montrent, mais aussi nous cachent, et surtout pourquoi. Vos travaux nous alertent sur quelque chose d'assez vertigineux. Ces infrastructures numériques sont devenues des armes d'influence, de manipulation, et qui sont au service d'intérêts qui ne sont pas forcément les nôtres. On va en parler. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y en a, c'est qu'il existe des solutions sur lesquelles vous travaillez. Et on abordera ça également. Bon, dans un premier temps, je veux bien que vous nous expliquiez un peu simplement l'algorithme. C'est des mots qu'on connaît, qu'on a l'impression de comprendre ou de connaître. Mais en fait, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Qu'est-ce que c'est? Alors, donc oui, on peut dire ça effectivement en quelques mots. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que la situation depuis plusieurs années, c'est que l'échange d'informations, les échanges sociaux se sont déplacés du hors ligne vers le en ligne en partie. Et ça dépend des classes d'âge. Bon. Quand vous avez des interactions en ligne sur des réseaux sociaux, donc le principe des réseaux sociaux, c'est que vous vous abonnez à différents comptes et vous recevez de l'information de ce que publient les comptes, et ça fait un moyen de communication de 1 vers tout le monde, et une circulation d'informations assez horizontale. Assez rapidement, en fait, les plateformes nous ont incités à nous connecter au maximum de personnes. Parfois, d'ailleurs, c'est une source de prestige. J'ai 10 000 followers, je suis connecté à 1000 personnes. Et donc, on n'a plus la capacité d'intégrer, de lire en fait tout ce que nous proposait, tout ce que publie en fait l'environnement social qu'on avait nous-mêmes choisi par les connexions. Et donc les plateformes ont répondu à ça en proposant des pages, une page d'actualité que maintenant quasiment tout le monde connaît, ça s'appelle le newsfeed ou le fil d'actualité, où on vous montre ce qui se passe autour de vous. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce fil d'actualité, ce n'est qu'une toute petite partie de ce qui se passe autour de vous, puisque vous n'avez pas le temps de tout lire. Et donc, cette partie est organisée et éditorialisée par les plateformes. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'algorithme. C'est-à-dire que l'algorithme, c'est un outil informatique qui va aller lire l'ensemble des messages qui sont produits dans votre environnement social et va sélectionner la partie qui va vous être montrée dans votre fil d'actualité. Alors, juste pour vous donner des ordres de grandeur, nous, on a pu analyser X Twitter avec Paul Bouchot, qui était à l'Institut du système complexe. Et on a montré que sur un fil d'actualité tel que X Twitter, vous avez un tiers des informations qui vous arrivent qui sont des informations non sollicitées. C'est-à-dire que ça ne vient pas des comptes auxquels vous êtes abonné. Ça vient d'autres comptes que X a choisi de vous montrer. Donc ça, c'est un tiers. Et les 2 tiers qui restent viennent donc d'abonnements, ou des gens que vous avez demandé, mais ça représente en gros 3% de ce qui est produit dans votre environnement social. Ce qui veut dire que choisir 3% parmi 100%, parce que c'est juste une question de temps, c'est le travail de l'algorithme, et donc la manière dont on va choisir ces 3% va être essentielle sur la circulation globale de l'information, puisque ça décide de qu'est-ce qui est visible et qu'est-ce qui va être moins visible. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'algorithme. Et en général, sur une plateforme par exemple comme Facebook ou X, vous avez un gros algorithme, mais qui est le même à peu près pour tout le monde, et qui donc gère l'alimentation d'informations de centaines de millions de personnes d'un coup.
Et donc, ce qui est intéressant et ce qui est au centre de la question qu'on aborde aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que ça a un effet, cet algorithme, à court terme, à moyen terme, à long terme, sur nos sociétés. Et puis, il y a aussi l'idée de savoir si moi je me désabonne, en fait, je suis à un moment sur X et puis je décide de me désabonner, est-ce que ça aura encore un effet ou pas? Est-ce qu'il y a une sorte d'empreinte des choses qui vont rester? Et là, vous avez des éléments à nous donner, à la fois de vos recherches et des éléments très récents sur ce sujet-là? Oui, alors, donc, ce qu'il faut, donc, la question de la circulation d'informations sous l'effet de ces algorithmes-là a été très étudiée, on l'a étudié nous aussi, Oui. et au-delà, il y a aussi la question de comment ces algorithmes vont refaçonner nos connexions sociales. Parce qu'en fait, en gros, ces algorithmes décident de ce que vous allez voir. Hein, qu'est-ce qui va être visible. Donc, ce que vous allez, nous, en tant qu'humains, eh bien, on se fait une opinion à partir de ce qu'on connaît, donc de l'information qu'on reçoit, et puis les valeurs aussi évoluent en fonction de ça. Donc, si vous êtes capable de moduler ce que les gens voient, eh bien, vous modulez en fait la manière dont ils créent des personnalités et les valeurs, les croyances qu'ils forment. Donc, c'est pour ça que ces algorithmes, on en parle beaucoup parce qu'ils sont très importants. Ce qu'on a pu montrer, par exemple, c'est que dans les fameux, en gros, 3% qu'on vous montre sur la partie où vous êtes abonné sur X Twitter, c'est pas choisi n'importe comment. Il y a une amplification de contenus dits toxiques. Alors, les contenus dits toxiques, ça veut dire des contenus qui sont des attaques personnelles, appel à la haine, dénigrement, obscénité. Alors, quand je dis toxique, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste une catégorie de choses. Hein. On peut être en colère, il peut y avoir de la colère sociale et on peut avoir une colère légitime. Mais la question, c'est savoir si ces contenus-là sont suramplifiés ou sous-amplifiés. C'est-à-dire que si vous avez une infrastructure numérique qui amplifie, par exemple, la colère dans une population systématiquement, eh bien, vous allez avoir plus de mouvements sociaux qu'il ne devrait y avoir si jamais on avait une perception correcte de la situation. Pareil, il ne faudrait pas désamplifier la colère. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un régime autoritaire, par exemple, qui fait de la propagande et dit tout va bien alors que des gens sont tués dans la rue. Bon. Donc la question, c'est de savoir ces algorithmes, ces infrastructures qui nous alimentent en information, est-ce qu'elles sont neutres sur des dimensions critiques. Et ce qu'on montre, par exemple, c'est que sur X, c'est pas du tout neutre. X montre à plus 49% des contenus dits toxiques. C'est-à-dire que dans les 3% qui vous sont montrés par rapport à ce que vous avez choisi de voir, eh bien ces 3% sont choisis en priorité sur des contenus dits toxiques, donc plus hostiles, attaques personnelles, attaques sur l'identité, obscénité. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et ça, c'est des études assez récentes, enfin, il y a plusieurs études qui montraient que si vous modulez par exemple le taux de négativité du flux d'informations qui vous arrive, vous-même, vous allez vous mettre à être plus négatif ou plus positif. Hein. Donc ça a un impact aussi sur l'humeur. Et là, il y a une revue, enfin une publication très récente dans Nature, il y a quelques jours, où ils ont fait une analyse sur 5000 personnes. Ils ont comparé l'algorithme de X, hein, qui amplifie cette toxicité, et un algorithme neutre où c'est juste par ordre chronologique. Et ils ont montré que, en fait, la première exposition à l'algorithme de X a des effets, notamment d'amener l'opinion à plus aligner vers les positions de Donald Trump, enfin, donc en gros vers les conservateurs américains, mais plutôt extrême droite américaine, et que c'est un effet qui est pas réversible. C'est-à-dire que, en fait, non seulement comme ça impacte la circulation d'informations, ça impacte aussi les personnes auxquelles vous allez vous reconnecter. Et donc, au bout de cette semaine, les personnes exposées à l'algorithme de X se sont mis à suivre des comptes auxquels ils ont été exposés. Et donc, si on rechange l'algorithme, eh ben, la nouvelle connectivité est en place et donc l'effet est persistant. Donc, cette étude elle est importante. Et je décrivais aussi dans Toxic Data il y a quelques années, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas seulement, et les biais algorithmiques, hein, c'est pas seulement de la circulation d'informations, c'est aussi de la reconfiguration des groupes sociaux. Et il y a des infrastructures qui vont créer des groupes sociaux qui vont être par exemple plus antagonistes, plus hostiles, et donc qui vont en gros dérégler le tissu social, et où on peut avoir des différences de vues dans la société, avoir des confrontations politiques, mais c'est autre chose que de considérer que l'adversaire politique est un ennemi. Ce qui est par exemple l'acception vraiment des MAGA à Trump. Et donc, si on amplifie les rapports toxiques entre personnes, on va vers cette idée que l'autre est un ennemi et pas un adversaire à convaincre. Et ça change tout, en fait. Et donc, cette étude-là montre aussi un petit peu ça. Et donc, à la question qui est que les réseaux sociaux sont le talon d'Achille des démocraties européennes, qu'est-ce que vous répondez ? Alors,
là, il y a plusieurs dimensions. Déjà, les réseaux sociaux sont un talon d'Achille de la démocratie tout court parce que, comme on l'a expliqué, en gros, ça déstructure le tissu social. On a un débat public qui est plus un débat d'idées, voilà, mais plutôt un débat hostile, de confrontation, qui va créer des groupes assez radicalisés qui vont se taper les uns sur les autres. Bon, ça, c'est une première chose. Mais par ailleurs, ce qu'il faut bien voir, c'est que les réseaux sociaux qui sont utilisés majoritairement en Europe sont des réseaux sociaux américains. Et c'est pas un hasard, donc l'étude que je vais mentionner, explicitement, ce qu'ils disent, en gros, c'est que des personnes qui se connectent sur X, après, vont être, en moyenne, entraînées vers des positions politiques proches du Trumpisme. En gros, hein, c'est un raccourci, mais c'est comme ça. Donc ça veut dire que si vous contrôlez les réseaux sociaux, vous avez la capacité d'influencer en moyenne, ça ne veut pas dire que c'est déterministe, que des gens peuvent résister, mais en moyenne, vous avez la capacité d'amener la population vers des valeurs idéologiques proches de celles qui sont défendues par ceux qui s'autorisent à manipuler les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est assez récent que des patrons de réseaux sociaux s'autorisent à manipuler. En général, les patrons, bon, ils essaient de faire des revenus économiques, hein, ils vendent des choses à travers la publicité ciblée, mais eux-mêmes, ils ne s'autorisaient pas à changer pour amener des contenus idéologiques, ce que s'autorise à faire Elon Musk. Et donc, pour les États-Unis, si vous voulez, les réseaux sociaux est un outil d'influence pour l'Europe. Ça va servir leur stratégie de sécurité nationale qui a été publiée très officiellement en septembre dernier, qui dit qu'ils doivent cultiver la résistance de l'Europe à sa trajectoire actuelle, qui est par exemple la lutte contre le réchauffement climatique ou la politique actuelle migratoire. C'est-à-dire ils veulent en fait amener un changement de valeur et de régime en Europe. Et pour eux, les réseaux sociaux sont indispensables pour ça. Et juste pour donner un dernier élément, c'est tellement indispensable que, par exemple, quand J.D. Vance, pendant la campagne américaine, parle de X, il dit si vous vous attaquez à X, eh bien, nous, on se retire de l'OTAN. Donald Trump dit si vous attaquez à la tech américaine, nous, on vous met des tarifs. Et là, il y a 2-3 jours, Reuters a publié une nouvelle disant que les États-Unis préparaient un service qui permettrait aux citoyens européens de contourner la loi européenne en cas d'interdiction de certaines infrastructures américaines via des VPN pour qu'ils puissent quand même accéder à leurs infrastructures. Donc on voit que l'influence par les réseaux sociaux, en gros, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour, en gros, étendre votre pouvoir géopolitique. Et quand vous dites ça, c'est aussi parce que l'Europe essaye de réagir. C'est-à-dire que l'Europe a mis en place des lois ou des règlements qui essayent d'avoir un esprit européen qui s'applique, une loi européenne qui s'applique sur ces réseaux, et que ce contournement-là n'est plus, ça devient même une lutte, c'est-à-dire que c'est presque une guerre. On est passé sur... On est vraiment un peu dans la catégorie de la guerre hybride, mais en fait, l'Europe réagit tout simplement pour essayer de faire respecter la loi. Par exemple, le négationnisme est interdit en Europe. Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk, fait du négationnisme suite à enfin, on a fait. Donc, l'Europe a déployé tout un arsenal de régulation pour protéger les utilisateurs contre, en gros, les abus des réseaux sociaux, notamment en permettant une libre circulation, en essayant de pousser vers la libre circulation entre réseaux sociaux. Et ça déplaît à ceux qui les possèdent, notamment donc aux États-Unis principalement. Et donc, les États-Unis essayent de faire en sorte qu'on puisse contourner les lois européennes de ce point de vue-là. Il y a aussi l'idée que peut-être il pourrait... on imagine que si l'Europe et les États-Unis allaient vers un affrontement hybride, les États-Unis pourraient au fond couper l'accès à certaines structures d'infrastructures qui sont devenues essentielles pour le fonctionnement de l'industrie, de beaucoup de choses en Europe. Quelle est votre vision sur ça ? Alors, c'est vrai qu'on est dans une situation critique. Et juste pour rajouter un exemple à tout à l'heure, il y a eu toute la polémique autour du Groenland. Savoir est-ce que c'est légitime que les États-Unis prennent le Groenland. Donc si vous avez les réseaux sociaux, eh bien vous essayez de mettre la population en disant oui, c'est normal, c'est légitime, c'est pour se protéger. Bon, mais maintenant, plutôt que de faire une intervention militaire sur le Groenland, eh bien vous pouvez dire ok, si vous n'êtes pas d'accord, nous on vous coupe Amazon Cloud. Alors je ne sais pas combien d'entre vous utilisent les services Amazon Cloud, mais il faut savoir que du jour au lendemain, ils peuvent couper les services Amazon Cloud. Et qu'est-ce qui se passe? Ou ils peuvent couper Gmail. Ce qui se passe, c'est que la France est paralysée. En fait, on a une vulnérabilité Amazon Cloud. La plupart des services, par exemple la SNCF, est sur des clouds américains, par exemple, si je ne me trompe pas. Mais il y a beaucoup de services économiques qui sont sur des clouds américains. Donc, du jour au lendemain, on peut mettre l'économie à terre. Et
ils ont déjà fait un exemple, c'est-à-dire que Donald Trump a décrété que la Cour pénale internationale, qui essaie d'enquêter sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, était non légitime, parce qu'elle a enquêté sur Netanyahou. Résultat, ils ont déclaré que toute entreprise qui collaborerait avec la Cour pénale internationale serait susceptible de sanctions américaines. Résultat, du jour au lendemain, c'était en juin-juillet dernier, vous avez 5 procureurs et juges de la Cour pénale internationale, dont le juge français Nicolas Guillou, qui se sont retrouvés coupés de leurs mails, donc ils n'avaient plus de courriel, coupés de leurs moyens de paiement Visa, Mastercard, coupés de moyens de livraison Amazon, coupés de livraison UPS, Airbnb, enfin voilà, du jour au lendemain. Les entreprises les aidaient, enfin collaborer avec eux, c'était ça l'idée. Parce que les entreprises, parce qu'ils étaient sur une liste noire en fait de personnes à exclure de tous les services américains, et que les entreprises, pour ne pas, en fait, pour suivre Donald Trump et pas subir les foudres, ont décidé de couper les services. Et donc en fait, du jour au lendemain, vous êtes un paria en fait numérique et vous n'avez plus accès à des services essentiels. Et ça, c'est une grosse vulnérabilité. Et donc, ça, c'était un petit peu un exemple. C'était aussi un message de Donald Trump au gouvernement européen en disant attention, si vous ne cédez pas sur certaines choses, nous, cette chose-là qu'on a fait sur 5 personnes, on peut le faire à n'importe quelle échelle. Par rapport à la situation de X, précisément, je reviens, il y a eu des appels à quitter X. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que X est toujours autant utilisé ? Quelle est un peu l'histoire là, contemporaine très récente de X ? Alors, X est en déclin en termes à la fois de nombre d'utilisateurs, de qualité d'information, et c'est un environnement qui maintenant est vraiment aux mains d'Elon Musk et de son idéologie. Mais il faut savoir que, par exemple, quand Elon Musk a racheté X en 2022, donc c'était un peu avant Donald Trump, beaucoup de gens ont décidé d'essayer de quitter X. Et la réponse d'Elon Musk, l'alternative pour quitter X, c'était aller sur Mastodon, qui était un réseau qui faisait à peu près les mêmes fonctionnalités, mais qui est libre et qui donne plus de liberté aux utilisateurs. Réponse d'Elon Musk, je ferme le compte Mastodon sur X, j'interdis toute publication où il y a des liens vers Mastodon et le nom Mastodon dedans, et vous voyez la réponse autoritaire d'un Elon Musk qui dit qu'il va faire de la liberté d'expression. Et en fait, ça s'est aggravé avec l'arrivée de Donald Trump, puisque maintenant, il est couvert juridiquement par l'État américain, puisque l'État américain dit si vous attaquez X, nous, on sort de l'OTAN. Et donc, depuis, X a continué à dériver, et X est déjà en fait hors la loi. X ne respecte pas la législation européenne, notamment sur la possibilité d'observer ce qui se passe sur X à des fins de lutte contre les ingérences. X a généré donc des contenus pédopornographiques et des contenus négationnistes récemment via Grok. L'entreprise X est hors la loi. Mais quand on parle de l'entreprise X, ce qu'il faut bien voir, c'est que X a été absorbé par XAI, qui est l'intelligence artificielle de Grok, qui plus récemment a été absorbé par SpaceX, qui est l'entreprise spatiale d'Elon Musk. Donc maintenant, on a une espèce de gros consortium vertical qui est capable, avec ses satellites, d'envoyer l'information directement sur les téléphones des Européens sans passer par les infrastructures européennes, et qui, en fait, fait tout pour aller, aux limites de la loi, voire même au-delà. Donc, ce réseau-là est en train de perdre en force dans les pays européens, mais néanmoins a encore une certaine empreinte. Je pense que vous avez tous entendu parler récemment, à la télé ou dans la presse, telle personnalité politique a dit ça sur X. Tant qu'on aura ça, en fait, ça veut dire que vous avez des personnalités politiques qui continuent en gros de faire la publicité de ce réseau-là et qui forcent les citoyens à aller sur X et donc à donner leurs données, parce que quand vous allez sur X, on prend vos données, pour s'informer. Donc ça veut dire que la conversion n'est pas encore faite, mais ceci dit, nous, on développe des outils pour... On va y revenir, mais c'est juste que depuis le début de notre conversation, on parle beaucoup des États-Unis, et je pense qu'il y a 2 ans, 3 ans, ou en tout cas, on n'aurait pas parlé autant peut-être des États-Unis, mais beaucoup de la Chine, évidemment, de la Russie peut-être. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette situation-là, européenne, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Russie ? Alors, la Russie puis la Chine ont depuis des années compris que les terrains numériques étaient des terrains de guerre hybride et d'influence. Parce que ce sont des États donc, autoritaires, voire totalitaires, qui ont fermé leur espace numérique
aux étrangers. Par exemple, en Chine, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Google. Fermé aux influences. C'est fermé aux influences. Et par contre, qui ont déployé des stratégies pour projeter leur influence à l'extérieur sur nos réseaux sociaux. Donc la Russie, elle, investit beaucoup, par exemple, sur ce qu'on appelle l'astroturfing, donc la création de faux comptes sur nos infrastructures pour manipuler l'opinion. La Chine, elle, a une stratégie même de conquête, c'est-à-dire ils ont proposé TikTok. TikTok est un réseau chinois. Un succès phénoménal. Voilà, la direction de TikTok, actuellement, je ne sais pas, mais la dernière fois que j'ai regardé des rapports là-dessus, recevait à peu près 100 consignes du Parti communiste chinois par jour sur ce qu'il fallait sous-modérer ou sur-modérer. Donc, ils ont compris que les réseaux sociaux pouvaient être donc un instrument de pouvoir. Et d'ailleurs, ça a créé un conflit avec Donald Trump, puisque Donald Trump, lui aussi, veut instrumentaliser les réseaux sociaux, et donc Donald Trump a exigé de TikTok qu'il lui vende la branche et qu'il y ait un TikTok américain, qu'il a dit qu'il ferait 100% MAGA s'il le pouvait. Mais donc on voit que côté Chine aussi, côté TikTok, donc il y a des problèmes, et qu'en fait la Chine c'est un peu l'inverse de l'Europe, c'est-à-dire que l'Europe n'a pas de réseaux sociaux et n'est pas capable d'aller faire de l'influence en Chine puisque tout est fermé, alors que la Chine projette ses réseaux sociaux, par contre ferme son territoire. Donc là il y a une asymétrie profonde entre l'Europe et la Chine. Donc nous, en Europe, on se retrouve dans cette situation en effet très asymétrique vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de la Chine, même si c'est deux situations très différentes. Néanmoins, et c'est ce que je voulais qu'on aborde, il y a des solutions, des idées, de l'innovation qui peut permettre de sortir de ce cercle vicieux. Vous travaillez, vous, sur des choses qui sont importantes, qui sont des... Oui, alors tout à fait. Alors, en fait, quand vous avez des infrastructures numériques, d'ailleurs n'importe quel commerce qui viole la loi ou qui produit des dysfonctionnements, la première réponse, c'est la régulation. Donc on va faire des lois, on va essayer de les faire respecter. On voit que, et ça c'était un peu, on pouvait l'anticiper, que c'est difficile de faire respecter la loi sur des géants comme Facebook, X, qui sont protégés par l'État américain, parce qu'en face, les contre-feux sont très forts, puisqu'on va au niveau de l'OTAN, au niveau... Bon. Donc, il faut que la régulation puisse continuer à faire son travail, mais ça sera nécessairement avec beaucoup de friction et assez lent. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, ce qu'il faut aussi, c'est passer par les citoyens. En fait, il faut donner aux citoyens la liberté de pouvoir choisir leurs infrastructures numériques et leurs lieux numériques sans perte si jamais ils veulent passer d'un réseau à l'autre. Et ça s'appelle la portabilité, donc la libre circulation, c'est-à-dire le fait que, par exemple, si vous êtes sur Twitter, vous dites « Ah, finalement, je aimerais plutôt être sur Facebook », eh bien, actuellement, vous êtes obligé de créer un compte à 0 sur Facebook, vous n'avez aucun ami, puis vous devez tout reconstruire. Et il y a beaucoup de gens qui ont un réseau assez important, il y a même qui gagnent de l'argent, donc ils ne le font pas. Là, on partira avec les meubles, alors. C'est ça. Donc là, l'enjeu, c'est d'arriver à partir d'un réseau social en gardant son audience. Et donc, nous, on a fait une plateforme qui s'appelle Open Portability, qui est disponible sur gps.social ou openportability.org, et qui permet, en fait, de faire un espèce d'annuaire de qui est où. Donc vous dites, moi sur X j'ai tel compte, mais sur Facebook j'ai ça, sur Instagram je suis là, sur Mastodon je suis là. Et ensuite, on propose la possibilité de passer d'un réseau à l'autre en gardant ses connexions. Alors pour l'instant, on fait X vers Blue Sky et Mastodon, qui sont les deux alternatives en gros à X, qui actuellement ont une masse critique. Plus tard, on essaiera d'étendre. Mais non seulement on fait ça, mais en plus, il y a l'idée d'inverser le rapport de force entre les plateformes et les utilisateurs. C'est-à-dire que les plateformes sociales, elles vous forcent à dire d'abord chez qui vous êtes. Vous dites, je suis chez Twitter, et si vous voulez me voir, vous vous connectez, vous prenez un compte chez Twitter et vous faites ça, ou sur X ou sur Facebook. Et après, vous dites qui vous êtes, et là, on peut voir qui vous êtes. Nous, on développe des méthodes et des plateformes qui permettent d'abord de faire une cartographie du web social. Donc une cartographie, c'est une sorte de carte géographique, mais les lieux, c'est des gens au lieu d'être des villes. Et cette cartographie vous permet de vous situer dans l'espace du web social, par exemple le coin des scientifiques, des journalistes, de la tech, etc. Et une fois qu'on vous a situé, on vous a trouvé, là, vous dites, retrouvez-moi sur tel ou tel réseau. Et si jamais vous voulez changer de réseau, c'est juste une redirection. Et donc, il faut bien comprendre que l'époque où les plateformes essayaient de nous mettre dans un coin du web et de capter nos données, notre audience en disant « tu vas rester là parce qu'en fait, c'est là que tu as construit ta vie », l'objectif, c'est que ça soit terminé. L'objectif, c'est qu'on se retrouve une liberté de circulation dans l'espace du web numérique. Il n'y a pas de raison qu'on soit attaché à une plateforme et que notre identité soit attachée à une plateforme. On peut avoir une identité numérique au sens de qui on est et avec qui on est connecté, qui est globale,
on peut être trouvé de manière globale, et ensuite, on va sur les réseaux sociaux qui servent le mieux nos intérêts. Et si jamais un réseau social est racheté, comme par exemple c'était le cas de X, et qu'on estime que c'est plus dans notre intérêt d'être sur ce réseau social, eh bien, on peut bouger. Et il y a des réseaux sociaux, des nouveaux réseaux sociaux, comme Blue Sky et Mastodon, qui, par conception, vous permettent de bouger d'un réseau social à l'autre. Et en fait, c'est vers ce genre de type d'écosystème numérique que vont aller, en fait, qu'on va dans les prochaines années. Ce sera ma dernière question et après on va laisser le public vous poser des questions. Il y a quelque chose peut-être d'un peu utopique. On a l'impression que les forces en présence font que les travaux comme les vôtres, les volontés comme les vôtres sont peut-être évidemment essentielles, mais est-ce qu'il y a une chance, quoi? Est-ce que la chance d'emporter le morceau? Alors, c'est pas utopique du tout, dans la mesure où en fait les changements d'infrastructures numériques, c'est pas comme des changements de route où c'est des milliards, etc. Dans cette salle-là, dans 5 minutes, si vous voulez, vous pouvez être sur un autre réseau social et en utilisant notre plateforme, eh bien, vous pouvez progressivement reconstituer votre tissu social. C'est pas du tout utopique. La première vague, donc qu'on a publicité cette plateforme, on avait lancé le hashtag un peu rigolo HelloKittix. Bon, certains n'ont pas apprécié, mais ça a très bien marché. Et nous et d'autres, le mouvement en gros qui disait attention, X devient dangereux, en 6 mois. X a perdu 10% de public en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue théorique, quand une plateforme comme ça perd 25% de ses utilisateurs, ensuite il y a un mouvement d'accélération, il peut tout perdre d'un coup. Un basculement. Donc en fait, on est sur des points de bascule et de toute façon, même sans ça, on a vu que par exemple, MySpace a été remplacé par Facebook, après on a vu l'émergence de... Donc rien n'est figé. Mais ce qui est important, c'est qu'on retrouve des espaces numériques qui ne sont pas basés sur l'exploitation des données utilisateurs et la captation de l'audience dans un coin du web, mais où en fait on va là où il y a notre intérêt et où là il y a le plus d'innovation. Le temps file à toute allure, mais on a le temps encore de poser quelques questions. N'hésitez pas, je crois qu'il y a des micros qui circulent dans la salle. Oui, bonjour. Merci pour cet exposé, pour cette note d'espoir à la fin. Dans la structure de votre propos, l'impression que ça me donne, c'est que vous partez un peu du principe que l'utilisateur a son libre arbitre pour décider que tout d'un coup, TikTok, c'est pas bien, etc. Mais enfin, un réseau comme TikTok, qui était pratiquement, je pense, inconnu en Europe il y a encore 6 ou 7 ans, a pris, si je peux appeler ça comme ça, une part de marché phénoménale. Donc, ça vient pas de nulle part. Ça veut dire que ces gens ont trouvé des algorithmes, des façons de proposer du contenu qui deviennent, alors je ne sais pas si le terme est approprié ou pas, très addictifs. Vous pensez que les gens, même si vous leur en donnez le choix théoriquement, vont se décoller de ces recettes pour aller vers d'autres formes de réseaux sociaux? Alors, déjà, la population est très hétérogène. Il y a des gens qui sont plus ou moins vulnérables, plus ou moins bons. Ce qu'on voit dans les études scientifiques, c'est qu'il y a des populations vulnérables qui peuvent devenir, comme vous dites, addicts à certaines fonctionnalités des réseaux sociaux. Et là, c'est plutôt du côté de la régulation d'interdire certaines fonctionnalités. Donc, par exemple, sur TikTok, l'espèce de scroll infini avec le fait que la vidéo se déclenche automatiquement, par défaut. C'est-à-dire que ça, on pourrait éventuellement légiférer, dire il faut que l'utilisateur explicitement dise je veux que les vidéos se déclenchent automatiquement et que ce n'est pas par défaut. Donc il y a plein de choses qu'ont trouvé les marketeurs de ces réseaux sociaux. Souvent, on appelle ça dark pattern aussi, donc des choses un peu sombres qui vont hacker votre cerveau d'une certaine manière. Et là, on pourrait, je pense, réguler, légiférer sur ces trucs-là. Mais de manière générale, je suis assez confiant que quand même une partie de la population, en étant mieux informée, en ayant conscience de ces choses-là, pourrait d'elle-même, si elle a aussi les dispositifs techniques pour le faire, parce que c'est une question de coût-bénéfice. Si c'est trop coûteux pour de bouger, vous ne le ferez pas. Donc si on autorise et on apporte des outils qui permettent de bouger à bas coût, eh bien, en suivant leurs intérêts, les gens vont bouger. Mais pas forcément tous, ça ne sera jamais homogène. Mais voilà en gros ma réponse. Une autre question? Oui, bonjour. Je me demandais, vous parliez de cette influence idéologique des réseaux sociaux et que les valeurs pouvaient changer. Je me demandais si ça allait jusqu'à se traduire dans les urnes. Est-ce qu'on voyait une influence directe ou indirecte sur
via les réseaux sociaux sur le vote des gens en Europe ou ailleurs? Alors, c'est dur de donner un chiffre d'impact dans les urnes, puisqu'il faudrait faire une élection avec réseaux sociaux, une élection sans réseaux sociaux. Vous avez quelque chose qui est ubiquitaire, hein, donc quand vous avez quelque chose d'ubiquitaire, c'est difficile de faire des expériences AB testing, comme on dit. Mais par contre, par exemple, l'étude que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui vient de sortir dans Nature, montre en fait que ça a une influence sur l'opinion des personnes qui vont glisser vers des franges plus, en gros, radicales ou plus conservatrices politique. Donc ça a nécessairement un impact sur le vote. Et ça a d'autres impacts sur les votes que je n'ai pas eu le temps de développer, mais c'est qu'il y a la manipulation d'opinion en ligne, par exemple, dans un entre-deux-tours, à des moments stratégiques, on essaie de faire croire que l'un des deux candidats a un scandale ou est pire que l'autre, etc. Ça aussi, il y a plein d'autres manières, en fait, d'agir sur le vote grâce aux réseaux sociaux. Ça serait un peu plus long si vous êtes intéressé, il y a plein de vidéos là-dessus. Mais voilà, les réseaux sociaux ont un impact sur le vote. Et les démocraties vont là où leur opinion les mène, et c'est pour ça que des gouvernements comme les États-Unis apportent tant d'importance aux réseaux sociaux, parce que si les réseaux sociaux peuvent manipuler les opinions, alors ils peuvent manipuler les résultats des élections, enfin avoir un impact en tout cas, non significatif, et donc faire advenir un changement de régime. Et ça, c'est le meilleur rapport qualité-prix, hein, plutôt que d'envoyer des chars et d'envahir le Groenland, plutôt mettre au pouvoir des gens qui vont vous dire OK pour le Groenland, et puis voilà. Hein, donc, voilà, c'est ça les réseaux sociaux, c'est un outil d'influence. Autre question? Bonjour, merci beaucoup. Alors j'avais quitté X il y a 2 ans. Je suis en train d'y retourner pour partager ce que vous venez de nous dire avec les gens de X. Et je vais aux États-Unis bientôt, j'espère que ça ne m'interdira pas l'entrée du territoire. On verra. Ma question était de savoir, est-ce qu'il faut souhaiter finalement que les grandes zones géographiques mondiales s'équipent chacune de leur petit écosystème avec leurs petites valeurs, leurs petits principes culturels, qu'importe, et que finalement les schismes et les gouffres s'aggravent et s'accentuent entre la sphère américaine, anglo-saxonne, la sphère russe, la sphère chinoise, la sphère européenne. Et puis finalement, chacun... on quitte la mondialisation pour de bon, quoi. Alors non, évidemment, c'est pas souhaitable. Hein. Ce qui est souhaitable, c'est la neutralité du net. C'est-à-dire, l'espace Internet doit être neutre. Une puissance, quelle qu'elle soit, ne doit pas, ou un acteur ne doit pas pouvoir maîtriser la circulation d'échelle sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le web, à très grande échelle. C'est ça le problème en fait. Hein. Donc les services américains sont devenus hégémoniques, ils sont utilisés à des fins politiques et c'est assez récent. Avant, il y avait peut-être des petits trucs, mais ce n'était pas aussi massif. Et c'est ça qui pose problème. Donc non, c'est pas souhaitable d'avoir plein de petits groupes et des zones géographiques. La promesse du web de connecter tout le monde est très belle. Mais justement, là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est plutôt la promesse qui est en train de réaliser. C'est celui qui est le plus puissant impose ses valeurs et la circulation d'informations aux autres. Et il faut savoir que, par exemple, il y a un argument qui dit oui, si on quitte Twitter, en gros, on va faire des bulles, etc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, les bulles informationnelles existent. Il y a plein de réseaux sociaux différents, mais qu'à l'intérieur d'un réseau comme X par design, crée plein de petites bulles qui non seulement se fragmentent, mais en plus sont hostiles les unes avec les autres. C'est ça le danger, en fait. Hein, c'est d'augmenter à la fois la fragmentation de l'espace social et l'hostilisation entre les différents espaces sociaux ainsi constitués. Et donc ça, c'est pas souhaitable. Mais par contre, le fait que l'information puisse circuler de manière internationale, c'est souhaitable, mais dans le respect de la neutralité de l'Internet. Merci beaucoup de nous avoir ouvert ces bulles conversationnelles. Merci beaucoup à vous d'avoir assisté à ce débat. Et je vous invite à rejoindre l'amphithéâtre Rousseau pour un grand entretien entre Helmut Schrober et Étienne Gernel, un immense accélérateur de protons. Ça commence tout de suite dans 2 minutes exactement. Merci. Merci beaucoup. Merci.